tout d'abord, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Yves Rakoto-Mala, qui est le président d'Easybourse, courtier en ligne du groupe La Banque Postale. Bonjour Yves. Bonjour. Sur ma gauche également, Gaoussou Kaita, qui est manager dans les BU Financial Services chez Ernst Young. Bonjour Gaoussou. Bonjour. Et enfin, il n'est plus à présenter, Alexis Monnier, qui est le CEO d'Afterdata, qui est un éditeur de solutions logicielles de détection d'abus de marché. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Et cette table ronde sera animée par Fabrice Marcella, CEO du Village by CA. Quelques éléments de contexte pour introduire notre table ronde. Depuis le début de la pandémie, alors quand on dit début de la pandémie, j'espère qu'on est aussi à la fin de la pandémie. Les marchés actions sont extrêmement volatiles, à la fois en valeur comme en volume. Et puis, les outils traditionnels de détection d'abus de marché, comme vous le savez, sont basés sur des seuils. Alors, pour bien comprendre, c'est un client qui achète un montant supérieur à X euros et qui représente une proportion de moins X pourcentage, en tout cas de ses échanges, lorsqu'une transaction correspond à ces critères, ça génère quoi? Ça génère une alerte qui va être traitée par un analyste. Or, la forte volatilité des marchés, telle qu'on a pu l'observer, a induit une explosion du nombre d'alertes. Et c'est quoi la conséquence de cette explosion du nombre d'alertes? C'est une submersion des services de conformité en charge de leur traitement, dont la conséquence, c'est d'avoir peut-être des alertes qui sont moins bien traitées, voire pas traitées du tout. De fait, le risque qui est important aujourd'hui, ou en tout cas a été important pendant cette pandémie, de passer à côté d'une fraude. Et donc la question qui se pose aujourd'hui autour de cette table, c'est de savoir comment les uns les autres, vous avez pu gérer cette situation, quels en sont les enseignements, comment changeriez-vous à l'avenir vos pratiques et comment mieux gérer finalement une telle situation si elle se reproduit, et ce dont on espère bien sûr les uns et les autres, c'est qu'elle ne se reproduira pas. Voilà, ceci étant dit, pour commencer, peut-être ma première question pour vous, Yves. Oui. Comment s'est passée cette période en général dans votre métier, en tout cas chez Easybourse? Alors nous, pour la période, on va dire, Covid a été pour nous une période de forte activité. Il faut savoir qu'entre le mois de mars et sur l'année 2020, on a quasiment doublé notre activité. Les clients ont doublé leur activité et on a acquis en quelques mois ce qu'on avait l'habitude d'acquérir comme client en une année. Donc une forte activité d'acquisition client. Donc beaucoup de problématiques pour les ouvertures de compte, mais aussi une forte activité de courtage pour les clients. On l'a vu quand vous avez le CAC 40 qui descend pas loin des 3400, c'était fin mars, et qui remonte jusque maintenant autour des 6007, forcément, il y a eu une très forte activité avec une demande d'immédiateté extrêmement importante. Et des nouveaux clients également qui se sont mis à... Beaucoup de nouveaux clients et plus jeunes d'ailleurs, et plus actifs, avec des besoins peut-être aussi plus de rapidité, effectivement. Quant à vous, Gaoussou, comment avez-vous vécu cette période avec votre regard également de consultant chez EY? Effectivement, donc je rejoins effectivement ce que vient de dire Yves. C'était une période de forte volatilité, pas que sur les marchés, mais également dans le monde du conseil. Pourquoi? Parce que je pense que vous l'avez bien introduit, les fortes volatilités induisent de la volatilité dans les comportements, notamment de trading et également d'investissement. Notamment avec l'arrivée de nouveaux investisseurs sur les différentes plateformes. Donc, auprès de notre clientèle, le premier besoin, en tout cas, qui est survenu, c'est déjà la gestion de la remédiation du stock d'alerte qui a été généré, du backlog d'alerte qui a été quasiment multiplié par 5 des fois pour certains clients. Donc, avec l'équipe opérationnelle, dans certains cas, une taille assez raisonnable, elle ne pouvait pas du tout absorber la charge de travail. Donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième point, donc le deuxième constat qui ressort, en tout cas, nous, de notre constat du marché, c'est qu'il y a une volonté qui a augmenté quant à la revue des mécanismes de détection d'abus de marché, notamment avec la revue de la segmentation clientèle, qui rejoint le point notamment de l'arrivée de nouveaux investisseurs, donc il y a de nouveaux comportements et qu'on ne peut pas du tout surveiller ou monitorer avec les outils existants, du moins avec les seuils déjà en place. Donc, il y a une volonté d'avoir des seuils adaptés pour éviter, en tout cas, de prolonger la durée d'analyse du risque potentiel d'abus de marché, mais également la volonté de ne pas laisser passer de nouveaux risques d'abus de marché qui pourraient survenir, notamment dans le backlog d'alerte. Donc, il y a ces deux besoins-là, en tout cas très accrus que nous avons constatés. Et là, notamment avec le plan
les plans de transformation qui ont été largement évoqués durant nos conseils, les clients aujourd'hui éprouvent le besoin de véritablement poser le sujet d'une transformation de leur département conformité, spécifiquement sur la surveillance et la détection des comportements d'abus de marché. Avez-vous retrouvé une forme de normalité où finalement on a toujours les mêmes types de comportements tels que vous les avez exprimés? Est-ce qu'on est toujours dans cette dynamique-là? Alors, la dynamique se poursuit parce que les régulateurs ont bien témoigné durant la crise du Covid qu'ils n'attendaient pas moins de vigilance de la part des prestataires de services d'investissement. Alors, ça a été le cas de l'AMF, de la FCA, également aux États-Unis avec la SEC. On l'a vu le cas de GameStop, où il y a eu, on va dire, l'événement de short squeeze des internautes. Pouvez-vous rappeler quand même ce dont vous parlez pour s'assurer que tout le monde comprenne bien? Alors, effectivement, donc GameStop, je pense que pour ceux qui sont en tout cas adeptes des marchés financiers, qui boursicotent un peu, savent, GameStop, c'est une entreprise en fait qui vend des jeux vidéo, notamment en boutique, pas en ligne. Aux US notamment. Aux US notamment, voilà, effectivement. Et donc l'arrivée avec le Covid, donc le confinement et tout ce qui va avec, il était plus possible que l'activité se développe. Donc ils ont connu une phase de récession et donc les fonds d'investissement ont parié à la baisse sur leur valeur de marché, donc ils ont shorté leur position, sauf qu'il y avait une communauté d'internautes sur la plateforme Reddit qui s'est, on va dire, révoltée contre cette spéculation, même si réellement elle est fondée sur l'appréciation de cours de bourse. Oui, et une réalité de l'activité également. Effectivement. Donc du coup, en short squeezant, donc en rachetant plus qu'il n'était prévu. Voilà. Et donc, les cours sont remontés, sont partis à la hausse. Ouais. Et donc, les fonds d'investissement ne pouvaient plus racheter au cours qu'ils avaient anticipé. Donc, ça a créé complètement. Le cours de GameStop est passé quasiment de 44 $, à 347, donc plus de 700% de hausse. Donc, ça explique un peu, en quelque sorte, que les comportements ne sont plus ceux qu'ils étaient avant la crise. Et la crise a accentué et a démontré surtout la fragilité des départements conformes, en tout cas des dispositifs de surveillance dans certains établissements, soit par manque de moyens, soit par manque de compétences en interne, notamment avec les nouvelles techniques émergentes de surveillance d'abus de marché. Ma prochaine question, c'est pour vous, Yves. Quelles ont été en tout cas les conséquences pour les équipes conformité des e-bourses de cette situation? Or, nous, on reste quand même un acteur assez modeste, donc on est une quarantaine, donc et c'est vrai que pour nous, l'équipe de conformité est assez réduite. Bon, malgré tout, on a une chance extraordinaire, c'est que dans notre difficulté, c'est que tout le monde était en télétravail. Et ça, pour le coup, quand vous êtes en région parisienne, être en télétravail, on va dire, ça veut dire que vous gagnez quasiment 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. Et clairement, on va dire, nous, confrontés à cette vague, ce tsunami d'activité, on va dire, le fait d'être en télétravail, ça nous a permis de réussir. D'absorber une partie. On n'aurait pas pu, on va dire, faire toutes les ouvertures de compte qu'on a fait. On n'aurait pas pu, on va dire, maîtriser les risques tels qu'on l'a fait si on n'a eu aucune casse. On a vraiment, on va dire, sur le SRD, on a vraiment bien maîtrisé nos risques. Et pareil sur les abus de marché, parce que tout simplement, on va dire, d'abord, on a centré toutes nos équipes conformité, et on les a centrées sur le run et un peu moins sur les projets. On avait beaucoup de projets en cours. On a recentré tout le monde, j'ai recentré tout le monde sur le run parce qu'il fallait faire face à l'activité et en même temps maîtriser nos risques. Donc, on a d'abord, on va dire, recentré nos équipes sur le run. On s'est en même temps, on va dire, sur les abus de marché compte tenu de l'activité qui a quasiment doublé chaque mois, on va dire, on était déjà en réflexion sur une refonte de notre outil d'abus de marché qu'on avait développé par nous-mêmes. Donc, on a travaillé là-dessus. On en a profité finalement pour revoir nos scénarios et retuner nos scénarios pendant cette crise. Et ça nous a permis finalement de faire une analyse plus précise et plus pertinente de nos risques, parce que finalement, nos outils, on a adapté nos seuils pendant cette période-là. On l'avait fait avec un outil interne, donc on a continué à développer cet outil interne. Et c'est vrai que toutes les semaines, on faisait un point météo sur on va dire l'outil, les outils, les procédures, le traitement, et donc et ça nous a permis de refaire, de redélivrer chaque semaine, on va dire, des scénarios revus finalement. Donc, ce qui nous a permis d'ailleurs de travailler finalement
ce développement interne, ça nous a permis après de chercher un autre outil, on en parlera après, Oui. avec déjà des idées très précises sur ce qu'on voulait faire en fait. Gaoussou, sur les enseignements justement de l'expérience des e-bourses et des clients que vous gérez également, est-ce que cette période vous a amené finalement à observer un renforcement ou une revue de la politique de risque des banques? Oui, complètement. Et je pense que c'était assez objectif parce que dans certains cas, comme je l'expliquais, l'historique dans les établissements que nous accompagnons amenait à se poser la question de savoir est-ce qu'il fallait se servir, en tout cas, ou utiliser cette crise finalement comme une opportunité de transformation et donc de projection dans l'avenir. Je pense que c'est le cas que vient d'évoquer Yves. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, de la stratégie, donc dans le long terme, mais il y a vraiment également des aspects tactiques. Donc, les aspects tactiques ont porté essentiellement à se poser la question sur l'adéquation entre les mécanismes de mitigation de risque et les facteurs de risque d'abus de marché, notamment comme c'est stipulé dans le règlement MAR et également dans les politiques des différents établissements bancaires. Et donc, fondamentalement, le fait d'associer, d'effectuer une cartographie réelle de son activité, et surtout de l'évolution de l'activité qui a été assez rapide durant cette phase-là, avec les facteurs de risque qui, dans certains cas, sont assez volatiles, a nécessairement poussé tous les établissements que nous avons accompagnés à se poser cette question, est-ce qu'il faut ou pas qu'on garde notre politique de risque telle qu'elle, maintenant, dans une optique tactique, ou qu'on l'envisage une mise à jour dans une optique stratégique. Et dans les deux cas, avec, comme vous le savez, la probabilité et surtout la criticité de certains comportements de trading, parce que tous les établissements ne sont pas exposés aux mêmes risques, parce que ne sont pas dédiés aux mêmes classes d'actifs en fonction de leur clientèle. Et donc, la décision ont été bien segmentées avec des objectifs bien tactiques, donc de revue des problématiques critiques du moment, notamment sur certains comportements qu'on a vus, notamment du wash trades sur le marché, donc des allers-retours assez rapides qu'on voyait très très souvent. Voilà, les gens s'ennuyaient des fonds, notamment les nouveaux investisseurs. Ils partaient sur le marché. Il fallait bien les occuper. Exactement, il fallait bien les occuper. Et donc, du coup, la fréquence avec laquelle le wash trading était apprécié n'était plus fondamentalement le même que durant le Covid. Et vous diriez que les banques ont eu le sentiment d'être plus exposées qu'avant? Alors, effectivement, oui, parce que le Covid a quand même introduit, on va dire, une nouvelle stratégie de travail, on va dire, a fait évoluer en tout cas les habitudes de travail avec le télétravail, qui fait que les collaborateurs, et là je parle beaucoup plus des équipes trading, qui ont dû effectivement exécuter des opérations depuis leur maison. Et donc, avec l'introduction des canaux de communication qui n'étaient pas dans la plupart des cas avant le Covid, les e-commerce n'étaient pas surveillés, en tout cas par les différents mécanismes de surveillance. Donc, c'était véritablement un risque qu'il fallait en tout cas trouver un mécanisme de mitigation ou de justification auprès du régulateur. Donc, il y a ce facteur-là. Et l'autre facteur, c'est également l'ajustement continu des seuils de détection. En fait, c'était véritablement au jour le jour, en fait, quasiment. Les marchés n'étaient plus du tout prévisibles. Et donc, certains de nos clients ont même opté pour mettre en place des modules que nous avons mis en place pour ajuster automatiquement des seuils en fonction d'une analyse basée sur l'historique, sur le machine learning. Donc voilà, c'est des comportements, c'est de nouvelles habitudes qui commencent à émerger et qui ont pris tout leur sens durant cette crise de Covid. Yves, vous disiez tout à l'heure que donc chez EasyBourse, grâce au télétravail, finalement, ça vous a permis d'absorber une charge supplémentaire d'arrivée de nouveaux clients. Mais comment vos équipes finalement ont également géré ces nouveaux flux d'alerte qui étaient peut-être de plus en plus je vous l'ai dit, on avait deux problématiques. On a une problématique à l'ouverture des comptes avec des diligences LCDFT et des problématiques abus de marché sur l'activité des clients. Donc déjà, on s'est recentré, je vous l'ai dit, sur le run, parce qu'à un certain moment, il faut choisir ses batailles, on va dire. Et on a eu aussi beaucoup d'entraide, on va dire, notamment sur le premier niveau.
pour les ouvertures de compte, où là tout le monde s'y est mis, pour qu'effectivement on aide finalement toutes les équipes opérationnelles, qu'on soit au marketing ou même le président, enfin, tout le monde s'y est mis à un certain moment. Il faut y aller, quoi. Sur les alertes d'abus de marché, comme je l'ai dit, on va dire, nous on avait déjà cette réflexion préalable avant la crise de revoir un peu nos scénarios. On est passé de 3-4 scénarios à 14. Donc forcément, on avait déjà ce projet qui est devenu finalement un récurrent sur toute la crise, de revue périodique, on va dire, de nos différents scénarios. Et donc on a activé certains scénarios, on a tuné certains scénarios. Donc je dis pas que c'était facile, mais on a survécu sur le sujet et surtout, j'ai le sentiment qu'on a maîtrisé notre affaire. Notamment sur les abus de marché, sur aussi tous les risques clients sur les services. Il fallait être sur quand même beaucoup de fonds, parce que l'activité de trading, elle inclut bien sûr des risques d'abus de marché, mais aussi des risques de perte de clients qu'il faut aussi maîtriser pour eux, parce que effectivement il y a un certain nombre d'opérations à mener. Donc ce flux, on l'a géré. Effectivement, j'en ai profité pour remettre en cause finalement les seuils qu'on avait habituellement et de me dire, est-ce que tous sont pertinents? Est-ce que les niveaux sont adaptés à notre activité? Les montants des ordres, effectivement, sur tous les scénarios qui existent, comment on peut adapter finalement nos indicateurs nos paramètres pour avoir des alertes pertinentes. Donc ça, on l'a fait. C'est de l'algorithmie, mais c'était déjà pas mal, effectivement. Après, j'avais d'autres besoins en la matière. Yaoussou, n'y a-t-il pas un risque, justement, face à ces volumes à traiter, d'avoir une forme de dégradation, je ne sais pas si c'est le bon terme, dans la qualité de traitement de ces alertes? Complètement. Alors, effectivement, la dégradation, elle ne se situe pas uniquement au niveau du traitement, mais elle peut se situer également en amont, notamment parce que les systèmes, comme vous le savez, la gestion des risques d'abus de marché ne se limite pas uniquement à la technologie. Il y a également toute la matière derrière métier, donc toutes les données transactionnelles, les carnets d'ordre, les données de marché dont on a besoin effectivement pour effectuer toute cette surveillance-là. Et donc, les différents systèmes dans les différents établissements ont été mis à rude preuve durant cette crise avec la volumétrie de transactions qui était là et qui a mis également, qui a poussé en tout cas certains éditeurs à renforcer la performance de leur algorithme. Donc, il y a également ce facteur-là. Et donc, qui dit volumétrie transactionnelle, volumétrie de données, dit problème de qualité de données en amont. Donc, au niveau de la détection, déjà, il y avait cette difficulté à s'assurer de la bonne qualité de données pour les institutions qui n'avaient pas mis en place tout un workflow de données. Donc, ça, c'est déjà un premier sujet. Après, l'autre sujet, donc, qui est beaucoup plus en aval, c'est effectivement le traitement une fois que les alertes sont déclenchées et sont générées. Et effectivement, un risque sur le traitement de la donnée, de ces alertes-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'il pourra en témoigner, mais en moyenne, un analyste par jour, en temps normal, qui prend tout le temps nécessaire, consacre peut-être 30 minutes pour bien traiter son alerte. Et là, les analystes étaient contraints d'avoir 10 à 15 minutes maximum pour apprécier non seulement l'évolution des cours, pour apprécier le risque d'opportunité de profit rapide, et également la pertinence, notamment en termes d'exposition de risque. Et donc, tous ces éléments collés un à un font qu'effectivement, la charge opérationnelle devient tellement importante et le risque réglementaire pesant sur les épaules de toutes les équipes conformité font que les équipes ont essayé de faire du mieux qu'elles pouvaient, mais effectivement, ce risque-là de traitement qui est avéré, que nous on a observé parce que quand nous avons accompagné certains clients qui ont fait appel à nos services, managed services, pour les aider à épurer le stock d'alerte, on s'est rendu compte en revoyant certaines analyses qu'il y avait des manquements. Yves, désormais, comment votre organisation a-t-elle évolué, en tout cas l'organisation de vos équipes? On a compris que pendant, en tout cas, la crise, il a fallu que tout le monde s'y mette et que chacun finalement accompagne à la fois, en tout cas tout le monde s'y mette sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Mais là, voilà, quelles sont les évolutions que vous avez maintenues et rendues pérennes de l'organisation de vos équipes? Disons que nous, on est déjà un acteur en ligne, donc ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de processus qui sont déjà digitaux.
Donc ça, c'était une force quand même pour nous, que ce soit la KYC, que ce soit, on va dire, le questionnaire d'instruments financiers, que ce soit... Donc toutes les données clients, c'est déjà en souscription en ligne, full en ligne. Donc effectivement, on a, on va dire, de ce point de vue-là, une chance extraordinaire d'avoir une qualité de données qui est quand même d'un très bon niveau. Et pareil, à l'ouverture de compte, on va dire, on a une conformité qui est proche de 100%. Donc, et on le teste, on va dire, régulièrement. Donc nous, on a une chance de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai renforcé simplement, c'est justement pour libérer finalement dans les activités opérationnelles et dans les activités de conformité, pour libérer un peu les équipes, de les mettre sur des activités à plus forte valeur ajoutée d'analyse, c'est de les libérer en digitalisant un maximum tous les processus et tout le workflow. Parce qu'effectivement, on a encore, malgré tout, dans les middle ou on va dire dans le traitement conformité, encore on avait trop de manipulation de fichiers ou trop de manipulation de données avant de faire son analyse. En fait. C'est-à-dire, les systèmes étant ce qu'ils sont, il faut aller chercher plusieurs informations en plusieurs endroits, les manipuler, et puis même si on a un outil d'abus de marché qui fait tout ça, au bout du bout, quand même, il faut quand même aller voir la fiche client, il faut quand même aller voir un certain nombre de choses. Donc, ça reste quand même très consommateur de temps. Et donc, pour passer de 30 minutes à 15 minutes, l'idée, c'est tout simple, hein, c'est d'essayer le plus possible de concevoir un outil d'abus de marché au cas particulier qui soit le plus simple d'usage et qui centralise finalement toutes les données nécessaires à l'analyse et donc digitaliser un maximum de choses pour que finalement les alertes soient exploitables en quelques minutes avec suffisamment de scénarios. Si vous avez déployé suffisamment de scénarios et qu'un client apparaît sur plusieurs scénarios, forcément, vous allez centrer votre analyse en priorité sur lui. Et donc, vous faites aussi en même temps une approche par les risques. Et donc, ça permet aussi de prioriser finalement les alertes plutôt que de les prendre de manière séquentielle. Ça vous permet de prioriser les alertes sur les clients qui ont le plus de présomption, on va dire, d'abus de marché, que ce soit en manipulation de cours, que ce soit en délit d'initié. Et donc, c'est en faisant cette digitalisation, on va dire, que je qualifie, moi, de pertinente pour l'opérationnel, qu'on arrive finalement à avoir une organisation qui est toujours chevaux légers, parce que nous, on est chevaux légers, mais qui reste pertinente dans le traitement, on va dire, dans le traitement des alertes, dans le traitement de la conformité ou dans le traitement des opérations. Quels sont les autres enseignements, s'il y en a d'autres, que vous tirez de cette période et que vous souhaiteriez partager ? L'enseignement qu'on peut retirer, c'est qu'effectivement, la digitalisation du front, tout le monde s'y met, mais ce qui est le plus important, c'est de faire une digitalisation front to back. Et c'est ça qui fait de la création de valeur. Nous, on le voit bien, hein, on a réussi à ouvrir des milliers de comptes, alors qu'on est finalement une équipe assez modeste, tout simplement parce que tous nos workflows étaient informatisés, quoi. Les grilles de contrôle étaient sur écran, notre CRM est, on va dire, centralisé toutes les données clients, toutes les données justificatives, et donc une ouverture de compte, ça se fait en 20 minutes, quoi. Donc, et pareil pour le traitement des alertes. Donc, c'est vraiment la digitalisation front to back qui est vraiment pour moi le vrai sujet et qui permet finalement aux analystes, qui permet aux opérationnels, ceux qui gèrent la relation client, de se préoccuper plus du client que finalement des aspects de technique qui finalement, c'est plus important, je pense, de faire nos diligences et CBFT, de faire nos diligences de conformité et bien sûr de servir le client. Donc c'est plutôt ça pour moi l'enseignement. J'avais déjà cette conviction au démarrage, ça a été renforcé par la crise en fait. Merci Yves. Ma prochaine question, c'est pour vous, Yaoussou. Face à une période comparable, ce dont on n'espère pas, bien sûr, mais quelles seraient vos préconisations pour y faire face ? Alors déjà, je dirais qu'effectivement, les crises se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc du coup, je pense qu'effectivement, il serait en tout cas prématuré d'indiquer de façon exacte l'ensemble des approches qui pourraient permettre d'éviter de revivre une telle situation. Mais concrètement, ce qui pourrait permettre de limiter l'impact. Je pense que cela a été bien dit par Yves, la digitalisation front-to-back est assez importante et surtout la bonne compréhension des enjeux conformité au niveau abus de marché. Parce que effectivement, les équipes peuvent être au fait, en tout cas, des exigences opérationnelles, mais le manque
potentiel de formation réelle et approfondie sur ce risque d'abus de marché qui, au final, à la différence du blanchiment d'argent contre le terrorisme, c'est plus qu'un risque de réalisation de profits opportunistes sur un court moment. Les collaborateurs doivent être mieux préparés à l'appréciation, en tout cas, de cette problématique-là, sur différents angles de vue. Parce que les différents scénarios qui sont mis en place dans les différents systèmes font appel à différentes gymnastiques quand même algorithmiques. Et donc, au-delà de la manipulation des outils, il est important effectivement que les différentes équipes puissent comprendre le fonctionnement et la logique derrière ces algorithmes. Donc, moi, c'est un défi de formation. Différents angles de vue, ça vous pouvez les expliquer? Alors, j'ai pris le premier angle donc, sur la compréhension des algorithmes de détection d'abus de marché, mais il y a également l'angle data. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, digitaliser implique nécessairement d'avoir un mécanisme de processing de data assez performant. Parce qu'il n'y a pas que la récupération de la donnée, il y a le traitement, l'enrichissement et la validation pour que les données puissent arriver dans les bons blocs pour alimenter les bons contrôles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le manque de documentation dans les différents départements que nous avons audités durant cette phase-là a rendu assez complexe ce travail-là d'appropriation de toute la chaîne de valeur. La conformité, elle est responsable de la donnée. Ce ne sont pas les équipes IT qui sont en tout cas propriétaires de la donnée, c'est la conformité qui en est propriétaire et c'est elle qui doit leader ce processus-là. L'autre angle de vue que je disais, c'est les indicateurs d'abus de marché, donc qui pour la plupart n'étaient pas forcément en cohérence avec la matrice des risques, des activités des établissements. Donc c'est quelque chose qui est un exercice qui peut être assez fastidieux, qui peut prendre du temps, mais qui est indispensable à la mise en conformité ou à la bonne mise en adéquation entre les scénarios de détection qui sont choisis versus les risques métiers qui sont vécus. Et on tend de plus en plus, et nous, ceux qu'on a une approche au sein d'EY, on a plus une approche qui n'est plus une approche choisie, notamment des modèles, mais une approche qui est vécue. C'est-à-dire qu'en fonction de votre activité réelle, vous avez une librairie qui vous est fournie rapidement, vous permettant d'identifier rapidement le lot de scénarios que vous devrez mettre en place au regard des différentes réglementations dans le monde. On a bien compris que la digitalisation front-to-back était un moyen d'être plus efficace. Y a-t-il d'autres éléments, Yves, qui permettraient de l'être? La digitalisation front-to-back, c'est vraiment pour moi un préalable, parce qu'après, effectivement, ça nous alimente en données, ça nous permet de manipuler les données de manière importante. J'ai coutume de dire, on va dire, les traitements d'abus de marché, enfin les scénarios d'abus de marché, on peut aller toujours plus vite. On va dire, on peut mettre même peut-être demain, mais des ordinateurs quantiques pour faire le traitement. Bon, cela étant, ça reste quand même des humains qui font le traitement et l'analyse. Et eux, pour le coup, ils sont proches du quantique, mais quand même, je pense que de ce point de vue-là, il faut plutôt chercher, on va dire, à les aider, et je pense que l'informatique est là pour les aider à traiter, on va dire, ces alertes. Et ce que je recherchais, ce que j'ai trouvé d'ailleurs avec Afterdata, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que souvent les algorithmes, ça vous donne, on va dire, un résultat, c'est oui ou c'est non. D'accord. Or, moi, finalement, j'aimerais bien avoir une échelle de graduation sur l'alerte. Est-ce qu'elle est plutôt à 20%, à 50%, à 80% ou à 100%? 100% étant 1, 0 étant 0, bien sûr. Mais si, par exemple, j'ai une alerte à 40%, peut-être que c'est finalement pas une alerte, peut-être que c'est un faux positif. Ça, c'est le premier point. Donc, d'avoir une certaine... qu'au travers des scénarios qu'on construit, nous on en a 14, au travers des scénarios qu'on construit, qu'on arrive à avoir une sorte de score d'alerte. Votre pertinence. Oui ou non. Voilà. Déjà une appréciation de score d'alerte. Et au-delà de ce score d'alerte, c'est qu'on ait, au travers du machine learning, la possibilité de détecter des faux positifs. Et donc, qu'avec le temps, on va dire, sur un certain nombre de scénarios, sur un certain nombre d'événements, on puisse dire, ça, c'est un faux positif. Ce qui fait que, plutôt que de réduire les alertes en modifiant trop les paramètres, ce qui peut être dangereux, c'est aussi, on va dire, finalement, faire appel à l'intelligence humaine pour dire, ça, c'est un faux positif. Et après, le machine learning va nous aider finalement à dire, ça, il nous a dit que c'était un faux positif, donc dans cette situation, c'est un faux positif. Donc, et en optimisant les alertes, finalement, on s'appuie toujours sur de l'algorithmie,
mais avec on va dire le big data et le machine learning, on arrive finalement à optimiser le nombre d'alertes et à les rendre de plus en plus pertinentes. Parce que finalement, quand vous avez un flot d'alerte, le danger, c'est pas de laisser passer des faux positifs. Le danger, c'est vraiment de laisser passer l'alerte qui est vraiment, on va dire, essentielle et qu'on n'a pas vue parce qu'elle était noyée au milieu, on va dire, d'un océan d'alerte. Donc c'est ça que mon besoin aujourd'hui, c'est de réduire finalement le niveau d'alerte dans comment dire, sur longue période avec le machine learning. Merci Yves. Donc Yves vient de nous partager de nouvelles méthodes de détection d'abus de marché, mais Gaoussou, en connaissez-vous d'autres ou voyez-vous l'émergence d'autres méthodes? Alors effectivement, oui. Je voudrais compléter un peu peut-être ce que disait la partie machine learning, parce qu'effectivement aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que on était dans des mécanismes de surveillance basés uniquement sur des règles, ouais. Et de plus en plus, le marché et les acteurs veulent surtout des mécanismes de détection multifactoriels, c'est-à-dire qui non seulement permettent d'avoir un socle de règles, mais qui permettent d'intégrer à ce socle de règles-là soit une dynamique séquentielle ou parallélisée entre les algorithmes de machine learning et les règles de détection, de sorte à identifier les bruits blancs, notamment dans la génération des alertes, et à, en tout cas, mettre de côté peut-être ou à déprioriser les alertes de faux positifs. Donc, effectivement, l'émergence et surtout, je pense que c'est peut-être qu'en Europe et tout en France, nous sommes un peu en retard par rapport à l'adoption de ces technologies émergentes. Mais il est important aujourd'hui, en tout cas, de commencer à cet exercice-là, de sorte à se préparer avec l'arrivée de ce nouveaux investisseurs, avec l'émergence de ce nouveau comportement. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la tendance vers des dispositifs consolidés et interactifs. Comme je disais, la détection d'abus de marché ne se limite pas uniquement à la partie transactionnelle, il y a également tout ce qui est analyse des transactions à la voix, et également tout ce qui est chat sur les canaux de communication digitaux. Et donc, le fait d'imbriquer l'ensemble de ces briques dans un même dispositif de façon consolidée, mais de façon interactive et interdépendante, permettent de renforcer la pertinence des alertes qui peuvent être générées. Donc, nous observons aujourd'hui ces deux tendances-là, qui de toute façon sont complémentaires et ne pourront qu'améliorer l'efficacité et l'efficience des dispositifs de surveillance. Merci Gaoussou. On va donner la parole aussi à Alexis. On n'a pas encore entendu, mais Alexis, qu'est-ce qu'un scénario intelligent? C'est un peu ce qu'on a commencé à entrevoir dans les échanges précédents, mais voilà, selon vous, qu'est-ce qu'un scénario intelligent? Alors, les scénarios intelligents, déjà, ça fait partie des singularités de la solution data compliance qu'on développe. Et alors, pour commencer, déjà, un scénario intelligent, ça ne s'oppose pas à un scénario traditionnel avec des seuils. C'est quelque chose qui est complémentaire. Quand on a des scénarios standards avec des seuils, ce qui est important, c'est d'avoir en effet une approche par le risque. Yves en parlait. Donc, on va évaluer ce risque et les scénarios intelligents vont permettre de pondérer ce risque pour les recalibrer. Et quand on parle de scénario intelligent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on va chercher, ce qu'on va analyser, c'est pas une transaction, on analyse, c'est un comportement. Et ce qu'on va vouloir regarder, c'est quels sont les comportements qui ont des profils qui ressemblent à des comportements qui se sont avérés être soit des abus de marché avérés dans le passé, soit qui étaient des faux positifs. Mais on va avoir une approche globale du comportement. Le comportement, ça veut dire le moment de la transaction, le sens de la transaction, la fréquence, l'écart par rapport aux habitudes de transaction, quels ont été les impacts sur la cotation de l'instrument. Et donc, on va avoir une approche globale comportementale qui va venir pondérer des scénarios classiques. Mais cette pondération est absolument essentielle parce que ça va permettre soit de faire remonter des alertes qui seraient passées juste en dessous du radar en niveau de risque, ou inversement de faire descendre des alertes qui finalement ressemblent trait pour trait à des faux positifs et donc on n'a pas envie de voir ou qu'on a envie de déprioriser dans le traitement. Et constatez-vous l'émergence de nouveaux besoins? De façon générale, la crise et la multiplication des alertes a remporté le besoin de précision, parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, des services qui se sont retrouvés tout d'un coup avec un nombre d'alertes qui a été multiplié par 4, 5, 6. On n'a pas multiplié les équipes par 4, 5, 6, c'est pas possible. Donc, il y a un besoin d'optimisation, de finesse,
dans l'évaluation du risque et d'avoir des outils qui soient plus dynamiques et qui soient capables finalement de plus suivre dans le temps les évolutions du marché, les évolutions du comportement, ce qui nécessite cette notion de dynamisme. Et il y a un autre besoin sur lequel le régulateur est extrêmement regardant, c'est tout ce qui va être derrière la traçabilité de ce qui a été effectué. Et c'est le talon d'Achille de beaucoup d'organisations, c'est que faire des comptes rendus dans un fichier Excel, avec un fichier Excel différent pour chaque analyste, aujourd'hui, clairement, c'est quelque chose qui est banni par le régulateur à chaque inspection. Et c'est vraiment un besoin qui ressort de plus en plus au sein des institutions financières, mais parce que le régulateur est extrêmement regardant sur la traçabilité et la compréhension. Alors, on parle d'innovation, on parle de technologie. On est ici reçu dans le village ByCA, donc l'accélérateur du Crédit Agricole. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le rôle du village ByCA dans les innovations technologiques en général et puis les fintech en particulier? Le village ByCA, c'est à la fois un lieu, et c'est le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, mais aussi un programme d'accélération de start-up et un programme d'accélération de l'innovation, et qui va s'appuyer finalement sur son écosystème startup pour accompagner les grands groupes et les ETI vers le futur de leur industrie. Donc concrètement, ça veut dire que le village travaille sur deux piliers très forts, deux jambes, sa communauté de startups de tout secteur, et bien sûr des startups telles que Afterdata les représente dans la fintech notamment, mais aussi tous les autres secteurs aujourd'hui qui innovent. Et à côté, on a aussi un pilier composé de grands groupes, le premier d'entre eux étant le Crédit Agricole, puisque c'est quand même un projet issu du Crédit Agricole. Et on va accompagner ces grands groupes autour de sujets tels que l'accélération de projets, la transformation humaine, ou tous les sujets liés à la prospective. Le village, aujourd'hui, c'est près de 270 startups accompagnées sur Paris, et on est présent partout en France. Il y a 39 villages aujourd'hui, 2 en Italie également. Voilà, donc c'est une dynamique extrêmement forte. Ça forme une communauté également d'entraide entre start-up entre elles et puis start-up, bien sûr, et grands groupes. À moi d'enchaîner, je pense, Alexis. Donc, Yves, une dernière question avant de prendre les questions, en tout cas, qui ont pu être posées peut-être sur Teams juste après. Mais que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur les marchés? On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, là, sur l'analyse du chat notamment, mais… Je pense qu'on a vu qu'avec cette crise, il y a eu l'émergence quand même d'un nouvel intérêt de clientèle plus jeune sur le sujet. Donc, clairement, les réseaux sociaux, c'est un média, on va dire, bien sûr, pour les marchés. En termes on voit bien d'ailleurs, l'exemple de GameStop est assez caractéristique. On voit bien l'influence, on va dire, des réseaux sociaux, que cette communauté finalement d'investisseurs particuliers viennent contrer des hedge funds aux États-Unis. Donc on voit bien toute la puissance un peu que peut avoir ce genre de médias. Moi, je constate qu'il y a une émergence de plus en plus forte de nouvelles façons de faire du trading, plus en communauté. Alors je vois des offres, notamment surtout de certains Américains ou même certains Européens qui commencent à venir, où finalement on propose à un client de partager son portefeuille et que ça devient le portefeuille modèle pour toute la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui émerge. Donc on voit bien l'influence là des réseaux sociaux, des communautés sur le trading. C'est vrai que quand vous avez des personnes qui se disent justement, je commence par quoi, je fais comment, j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas comment commencer. Finalement, il y a plusieurs façons de résoudre le problème. Soit vous proposez des portefeuilles modèles de spécialistes, soit vous vous dites, tiens, il y a un client, un particulier qui a l'air de se débrouiller pas mal, et si je suis… Alors ça crée d'autres problématiques d'abus de marché, quand même, parce que… mais pourquoi pas? Donc effectivement, je pense qu'on est à l'aube d'un nouvel intérêt sur les marchés. Ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Surtout même en France, c'est une excellente nouvelle, parce que malgré tout, les marchés financiers, ça reste, on va dire, le sang des entreprises. Hein. L'économie a besoin de ces liquidités pour fonctionner. On voit bien tout l'intérêt, on va dire, pour alimenter les fintech, les biotech et toutes les entreprises même à se financer. Donc les marchés, ça sert à financer les entreprises. Donc on voit bien tout l'intérêt pour les particuliers de s'y mettre. Effectivement, le tout maintenant, c'est de voir comment encadrer un peu le sujet pour éviter les débordements, parce que c'est un peu le risque, effectivement, même si on ne les évitera pas, mais c'est un peu le risque, effectivement, de l'émergence de ce nouvel intérêt au marché financier de la part de populations plus jeunes, moins expertes, et plus en recherche de performance et
défilent. Alors, c'est une question pour Gaussou et Alexis. Pensez-vous que ces réseaux sociaux sont un facteur de risque supplémentaire à prendre en compte? Alors, je ne sais pas qui veut démarrer. Gaussou, peut-être? Alors, effectivement, oui, je dirais complètement, c'est un facteur de risque supplémentaire et surtout, je pense, peu connu et moins apprécié, en tout cas sa juste valeur. Pourquoi? Parce que on observe, en tout cas, nous, dans le cadre de nos analyses, ce qu'on observe, c'est que il y a de plus en plus, en tout cas, c'est beaucoup plus perceptible sur le marché des crypto-monnaies, notamment, vous avez vu l'exemple d'Elon Musk avec les crypto-monnaies, donc des comportements en collusion, en tout cas des manipulations en collusion, c'est-à-dire de façon assez groupée et coordonnée pour aller faire bouger les lignes, manipuler le marché, chose qui est d'ailleurs aujourd'hui très difficilement appréciée ou appréciable par le régulateur parce que les textes des règlements MAR ne permettent pas aujourd'hui de démontrer que le fait que des acteurs, des investisseurs puissent agir ensemble pour aller chercher une performance de marché soit considéré comme un abus de marché au sens réel du règlement MAR. Donc, il y a ce premier facteur-là. L'autre facteur, c'est que au-delà du fait que il y a la nécessité, il va y avoir la nécessité de mettre en place des modèles adaptés à l'intégration de ces réseaux sociaux dans les systèmes, c'est ce que nous observons de plus en plus, mais il y a également la capacité à gérer tout ce qui est délit d'initié au travers de ces canaux-là. Je crois que vous avez récemment vu qu'il y a une personne, un compliance officer qui est censé normalement gérer le risque de délit d'initié, qui a lui-même été responsable du délit d'initié. Donc, ce qui veut dire que cette pandémie-là a laissé non seulement la porte ouverte à des opportunités, mais également à des menaces réelles sur le plan opérationnel, mais également sur le plan technique. Donc, les données qui vont provenir de ces réseaux sociaux ce sont de nouveaux types de données qu'il va falloir apprécier, intégrer dans les systèmes, faire interagir avec les autres données existantes. Donc, il y a au-delà également du risque réglementaire opérationnel, il y a un risque de performance, un risque technologique qu'il faudra prendre en compte. Merci, Alexis, vous partagez? Alors, je partage totalement. Et c'est vrai que la puissance des informations relayées sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, arrive à avoir un réel impact sur les cours, sur les cotations. Donc, c'est plus juste de l'information, au même titre qu'une news financière ou qu'une recommandation de cours. Ça a un réel impact. Et aujourd'hui, la position du régulateur, en effet, est ambiguë parce que les règlements ne sont pas forcément adaptés. Maintenant, il y a quand même une position de principe qui ressort beaucoup, qui est de dire à partir du moment où une information est disponible, vous devez en tenir compte et vous devez l'évaluer. Comment précisément et pour en faire quoi? Mais à minima, ça doit intégrer la vision globale de l'analyse d'une transaction suspicieuse. Et du coup, on en revient à la problématique des N applications à aller chercher, du temps de traitement des alertes. Et aujourd'hui, quelque chose d'essentiel sur des outils de détection d'abus de marché, c'est qu'on ait ces informations qui soient automatiquement pré-analysées et intégrées dans l'outil, dans l'alerte, de façon à ce que l'analyste puisse gagner du temps et ne perde pas du temps avec encore N applications à ouvrir pour aller sur N réseaux sociaux, parce qu'on est toujours dans cette logique d'efficacité. Et pour bien traiter les alertes, il faut que ça aille vite, pour qu'on ait le temps de prendre le temps de l'analyse. Il est temps pour nous de prendre quelques questions qui ont été posées sur Teams. Alors, la première, c'est dans un contexte où les solutions de détection de marché sont déjà intégrées, y a-t-il un réel bénéfice à changer d'outil? Qui peut prendre cette question? Peut-être vous, Yves, non? Oui, nous, on avait fait beaucoup d'efforts pour faire un développement d'outils internes, parce que vu notre dimension, c'était accessible. Et on avait, même en 2020, on avait fait des efforts d'investissement encore de développement interne. Et en fait, j'ai choisi de changer d'outil tout simplement pour, par rapport à ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est que à un certain moment, on a effectivement des outils de détection, des alertes, et plus vous ouvrez des champs, on va dire, de sources d'alerte, plus vous ouvrez des outils. Le problème après, c'est que finalement, l'analyste, lui, il a besoin d'avoir un endroit unique dans lequel il va analyser toutes ces alertes et dans lequel il aura une vision d'ensemble
et pas besoin effectivement de manipuler des fichiers Excel, des trucs de restitution. Enfin, il a vraiment un outil, un tableau de bord, un dashboard unique qui lui permet de restituer. J'en suis même sur d'autres, on va dire, d'autres cas de dire, je vais, faire remonter à la limite à l'outil des alertes que mon système va générer, et au moins j'aurai une restitution sur un même outil dans la gestion de l'alerte. Même si à la limite l'alerte vient de mes systèmes et pas de, par exemple, d'Afterdata. Donc on peut aussi faire ça. L'important demain, c'est pas d'avoir des outils de détection d'abus de marché, bien sûr qu'il en faut, mais c'est comment je les restitue et comment je fais en sorte que finalement les collaborateurs de la conformité ils soient les plus efficaces possibles. Et c'est ça l'enjeu de demain, parce qu'on va ouvrir plein de champs du possible hein, dans les réseaux sociaux, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouvel outil. Moi, je suis persuadé que faut avoir un outil de restitution d'ensemble, quitte à ce que le traitement des alertes ou l'émergence des alertes se fasse par d'autres systèmes, mais qu'on va plugger sur ce système-là. Ouais. Moi, j'en suis à ce niveau de réflexion. C'est pour ça que j'ai changé. Deuxième question, nous manquons de données pour certains instruments financiers, exécution par exemple. Avez-vous des solutions pour pallier cela? Peut-être Alexis, non, sur ce sujet? La question des données, alors si on n'a aucune donnée, on ne pourra rien faire. Ça va de soi. Après, selon les scénarios, selon ce qu'on va suivre, on a des clients qui ont uniquement les ordres et qui en fait n'exécutent pas et n'ont pas le retour de l'exécution. Pour la majorité des scénarios, on peut très bien s'en sortir comme ça. Simplement, on va avoir une approche sur laquelle l'aspect comportemental dont on parlait tout à l'heure va avoir un peu plus de poids que les scénarios traditionnels avec des seuils parce qu'on manque de données. Et du coup, ce qu'on va regarder, c'est le caractère habituel, inhabituel du comportement. Donc, si on n'a aucune donnée, on fera rien. Mais si on manque de données, avec des process modernes de traitement et notamment cette approche comportementale, on peut compenser le fait qu'il y a certaines données qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, c'est pas quelque chose de bloquant. Il faut regarder, mais aujourd'hui, on a des clients qui ont beaucoup moins d'informations que ce qu'on pourrait avoir quand on a un système, quand on maîtrise l'ensemble de l'ordre à l'exécution au retour du broker. On peut néanmoins avoir des approches sur lesquelles on limite fortement le risque opérationnel, malgré le fait de manquer de données. Et une dernière question. Alors, entre les différents acteurs du particulier au professionnel, au fond, jusqu'au trading haute fréquence, comment adaptez-vous les solutions au risque? Qui souhaite répondre à cette question? Si vous voulez, je peux essayer de donner une tentative de réponse. Gaussou, je vous en prie. Alors, effectivement, aujourd'hui, la question effectivement de l'adéquation entre les modèles, les comportements, elle se pose de façon certaine. Mais ce qu'il est important d'avoir en vue, c'est que vous avez beau vouloir mettre en place un mécanisme de détection, si vous ne commencez pas dans un premier temps par faire un mapping entre les exigences réglementaires et vos contraintes opérationnelles, vous avez déjà raté un coche. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, si vous ne vous assurez pas de votre capacité à mettre à disposition les données vous permettant de faire une analyse de segmentation de votre clientèle, parce qu'au final, c'est le premier travail qui va permettre d'affecter les bons seuils pour l'ensemble des modèles, vous n'arriverez jamais, en tout cas, à, in fine, poser toutes les bases d'une détection effective. Parce que qu'est-ce qui est recherché, que ce soit dans un dispositif isolé, donc avec un seul module de détection sur les transactions, les ordres, et un module consolidé, unifié, interactif, c'est ce que vient de dire tout de suite Yves, c'est la volonté d'aller chercher, au-delà de l'efficacité de détection, l'efficacité opérationnelle. Donc, de faire en sorte que ces deux efficacités puissent collaborer, en tout cas, puissent être concomitantes au jour le jour et dans l'ensemble des activités conformité. Donc, fondamentalement, je dirais que aujourd'hui, les outils sur le marché, il y en a beaucoup. Mais ce qu'il est important de garder en tête, surtout, c'est au moment de la sélection d'un outil, au moment de l'analyse comportementale, de se poser la question de son risque réel et de son risque potentiel. Et donc, en faisant une analyse fine du risque réel, donc c'est-à-dire qui est basé sur votre historique transactionnel, le carnet d'ordre, la profondeur du carnet d'ordre, etc., vous allez effectivement identifier ces risques réels. Et le risque potentiel va dépendre de votre de la projection que vous allez vous faire de votre activité, dans un premier temps, mais aussi de l'évolution de votre clientèle et de ses comportements. J'ai une dernière question. Cette solution, alors,
sûrement la vôtre, Alexis, est-elle exportable et utilisable pour les crypto-monnaies? Alors, on a 2 clients récents pour lesquels on intègre en effet des transactions sur les crypto-monnaies. On est sur des scénarios qui sont assez différents de ce qu'on a traditionnellement sur des obligations, actions, même des turbos ou des varants. Mais en effet, on commence à travailler dessus. On a 2 clients qui l'utilisent au quotidien et on a des demandes qui sont de plus en plus croissantes parce que ça nécessite en effet des modes de traitement qui sont un petit peu particuliers. Et donc la réponse est oui. Et constatez-vous des évolutions des attentes du régulateur sur ces sujets-là en particulier? Alors, effectivement, alors moi, je parle pour le cas que je connais notamment le régulateur anglais qui a commencé véritablement à se pencher sur la question. D'ailleurs, vous avez vu que l'une des plateformes les plus importantes aujourd'hui en matière de crypto-monnaie, Binance, a été complètement refusée par le régulateur anglais. Ils ont refusé de leur donner l'agrément. Donc, fondamentalement, c'est une préoccupation réelle du régulateur. Ça fait partie des axes qui ont été rajoutés à la directive sur la directive AML, donc la lutte contre le blanchiment d'argent, la 6e directive, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une préoccupation réelle des régulateurs. Pourquoi? Parce que, et c'est une nouvelle tendance que nous avons observée, c'est qu'il y a une interconnexion aujourd'hui entre plusieurs régulations. L'évasion fiscale, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le conflit d'intérêts, la gestion des listes d'initiés dans les établissements. Et donc, vous voyez que en partant d'une transaction, on peut finalement remonter tout un ensemble de facteurs de risque. Certains sont des risques certains donc de criminalité, donc la partie anti-blanchiment, des risques d'ordre politique ou géopolitique donc avec l'évasion fiscale et des risques, on va dire, assez internationaux, donc tout ce qui est manipulation et délit d'initié. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui mérite aujourd'hui, qui mérite une réflexion, parce que le choix de l'outil ne doit pas uniquement aujourd'hui se limiter à la conformité avec une exigence réglementaire. Les crypto-monnaies en sont la démonstration réelle parce que vous n'allez pas choisir un outil que pour gérer les crypto-monnaies, vous allez prendre un outil qui va vous permettre d'anticiper. C'est beaucoup plus aujourd'hui, on va dire, la philosophie, être en capacité d'anticiper. Et donc, la capacité d'anticiper ne peut, en tout cas, être facilitée par des solutions qui ont une dimension, je dirais, augmentée, notamment qui permettent d'avoir des comportements prédictifs, des signaux faibles ou des signaux moyens. Oui. Merci Yaoussou. On arrive à la fin de cette table ronde. On voit que c'est un sujet toujours aussi dense, dynamique, évolutif. Donc ça méritera sûrement de faire d'autres tables rondes sur le sujet de la conformité. Il est temps pour moi également de vous remercier. Je vous remercie Yves Rakoto-Malin, président des e-bourses, courtier en ligne du groupe La Banque Postale, d'avoir participé à cette table ronde. Gaussou Keita, manager dans la BU Financial Services chez Ernst & Young. Et enfin, Alexis Monnier, CEO d'Afterdata, éditeur de solutions de détection d'abus de marché. Je remercie également l'ensemble des participants à la Visio Teams. Et je rappelle que nos échanges seront en replay disponibles sur le compte en ligne LinkedIn d'Afterdata. Et voilà. Merci à Fabrice Marcella, CEO du Village by CA, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à tous.